Le titre de la conférence c'est La guerre, oui, mais laquelle? Parce que bon, tout le monde ressent confusément un problème, un malaise. Et en fait, quand on arrive à mettre un mot dessus, un mot sur ce malaise général, c'est le mot de guerre. Ça devient un peu assez évident au bout d'un certain temps. Moi, j'ai commencé vraiment à me dire qu'effectivement, on était en guerre, pour de vrai, mais une guerre non déclarée. C'est ce qui fait sa spécificité. Et donc, j'ai commencé à vraiment comprendre dans quel système on vivait, effectivement, avec le cas ukrainien, c'est-à-dire la révolution colorée qui ensuite a dégénéré, en quelque sorte, a dérivé en guerre hybride à partir donc, de novembre 2013, sachant que il y avait déjà eu effectivement une révolution colorée en 2004, mais qui n'avait pas eu les mêmes conséquences aussi graves et surtout avec les mêmes prolongements sur plusieurs années. Ça avait été réglé en 3 mois et c'était en fait ni plus ni moins qu'un coup d'État sans mort. C'est ça le génie finalement de la révolution colorée, c'est de renverser des régimes, de renverser des élections, d'annuler des résultats de manière indirecte. C'est-à-dire que le coup d'État à l'ancienne, le coup d'État de colonel, aujourd'hui ça ne marcherait plus. Pour une raison très simple, c'est que les populations occidentales ne supportent plus ce que l'école de Francfort a appelé la personnalité autoritaire. Aujourd'hui, on est dans la personnalité compassionnelle. C'est vraiment ça qui dirige nos vies. Et donc, la guerre doit être menée au nom de la défense des victimes, au nom de la protection des immigrés, ou au nom de en fait, au nom des victimes toujours. On ne peut plus aujourd'hui, effectivement, renverser un régime de manière directe, de manière visible. Il faut effectivement, la CIA, toutes les organisations comme ça, toutes les officines qui procèdent à des opérations clandestines, eh bien justement, clandestin, ça veut bien dire ce que ça veut dire que ça ne se voit pas, directement. Donc on est dans des nouvelles formes de guerre. Le terme de guerre hybride a émergé il y a un certain temps déjà. En fait, si on fait une histoire de la guerre, une histoire des formes de conflit, donc c'est-à-dire une polémologie, une théorie de la guerre, on voit qu'il y a 4 âges de la guerre. Enfin, les spécialistes, les militaires disent que voilà, il y a la guerre de première génération, de deuxième génération, de troisième génération, quatrième génération. Et puis, la guerre hybride, c'est en fait un peu la même chose que la guerre de quatrième génération, mais c'est plus une espèce de synthèse des 4 premières générations. Alors, la guerre de première génération, c'est quoi? C'est la guerre classique, telle qu'elle s'est produite pendant des siècles, c'est-à-dire 2 armées qui s'affrontent sur un champ de bataille. Et les civils peuvent être touchés, mais ça reste quand même assez marginal. La guerre de deuxième génération, c'est donc la guerre de tranchées, la guerre de position, qui s'est développée à partir donc, de la guerre civile américaine. La technique des tranchées a été testée pendant la guerre de sécession aux États-Unis, entre le nord et le sud. Ensuite, on a vu ça effectivement en 14-18 en France. C'est vraiment la guerre de tranchées par excellence, la guerre de position. Après, c'est une technique qui a été aussi utilisée de manière un petit peu diffuse dans divers conflits. Ça, c'est la guerre de deuxième génération. Et les civils sont un peu mis à contribution. Mais il y a quand même le front, puis il y a l'arrière. Donc les populations ne sont pas totalement mélangées. Populations belligérantes et civiles sont quand même séparées, même si les civils sont un peu sollicités, ou un peu beaucoup. La guerre de troisième génération, c'est en fait la forme archétypale, c'est le blitzkrieg, c'est la guerre de mouvement. Où en fait effectivement il faut aller vite, etc. Et puis on s'empare très rapidement de telle ou telle zone, de tel ou tel territoire.
Et la guerre, et donc forcément là, on est au contact des populations civiles qui vont être impactées presque autant que les belligérants officiels, enfin que les soldats. Ensuite, la guerre de quatrième génération commence en fait un peu à dématérialiser le conflit. Alors, évidemment, hein, la propagande, ça existe depuis très très longtemps. Hein. Tout ce qui est activité de renseignement, d'influence, en fait, on voit ça déjà chez Sun Tzu, hein, donc l'art de la guerre. Déjà, donc il y a 2500 ans en Chine, on parlait déjà des espions, et puis aussi de toutes les stratégies indirectes. Mais bon, c'est toujours pareil en fait. Il n'y a rien de neuf sous le soleil, c'est juste une question de proportion. C'est-à-dire qu'avec la guerre de quatrième génération, les stratégies indirectes et les opérations clandestines prennent un espace, enfin prennent une importance qu'elles n'avaient pas avant. Et même parfois elles remplacent carrément les opérations militaires conventionnelles. Donc on passe donc progressivement, vous voyez, donc d'un affrontement avec donc des soldats qui se voient hein, sur un champ de bataille et qui ont intérêt à se voir et à être vus comme faisant partie de la même armée, avec des étendards, etc., et puis des tenues, hein, parfois multicolores, etc., pour se distinguer. On passe donc d'un conflit qui est fondé vraiment sur une forme de symétrie entre voir et être vu, et on passe progressivement à des formes de conflit où en fait l'assaillant n'est plus vraiment visible, où l'assaillant en fait se diffuse hein, dans la population. Et on se retrouve aujourd'hui donc dans ce que les théoriciens de la guerre appellent la guerre hybride, c'est-à-dire en fait qui reprend des opérations conventionnelles. Hein, par exemple, en Ukraine, voilà, il y a le Kiev qui bombarde le Donbass, voilà. Et en plus, effectivement, il y a comment dire ça, des opérations de type clandestine ou des opérations qui sont comme par exemple le coup d'État, le fameux coup d'État là, dit Euromaïdan, qui donc a été tramé un peu sur le modèle de ce qui avait déjà été fait 10 ans auparavant, mais en musclant un petit peu, hein, en musclant un peu les méthodes. Donc en fait, aujourd'hui, le terme de guerre hybride, c'est un peu un fourre-tout, il faut avouer. Ça permet de qualifier comme ça avec une expression pratique à peu près en fait toutes les opérations militaires telles qu'elles sont utilisées en simultané. C'est-à-dire que si on parle de ce qui se passe aussi en Syrie, on a aussi là un exemple un peu archétypal, hein, certainement même plus qu'en Ukraine, puisque ça commence comme une révolution colorée, hein, le fameux printemps arabe en 2011. Et puis après, ça dérive sur effectivement donc des opérations conventionnelles, des opérations paramilitaires. Et aujourd'hui, en Syrie, tous les aspects, toutes les armes sont utilisées en même temps. C'est-à-dire qu'il y a aussi des armes juridiques, par exemple. Hein, c'est-à-dire toutes les alors là, c'est très peu connu, mais par exemple, le gouvernement français, à intervalles réguliers, publie sur le journal officiel, hein, on peut retrouver ça sur Légifrance, des ordres en fait pour bloquer les comptes hein, de certains diplomates syriens et ils font la même chose aussi par rapport à l'Ukraine et par rapport à la Russie. Les sources, on les trouve. J'ai un ami qui est passionné par le journal officiel, donc de temps en temps, il m'envoie ça. Chacun a ses perversions, mais bon. Et là, c'était quoi le mois dernier sur le journal officiel, on trouve effectivement une liste de, je sais plus, mais 131 Russes et Ukrainiens engagés effectivement du côté dit pro-russe, hein, c'est-à-dire désignés comme étant effectivement l'ennemi à abattre par Kiev et la CIA, etc. etc. Et donc, le gouvernement français est directement impliqué, hein, puisque ça se passe au plus haut niveau hein, de l'État profond. Enfin, je veux dire, si ça arrive, si ce sont des décisions qui sont prises, qui sont publiées sur le journal officiel, il faut se représenter ce que ça signifie hein, en termes en fait de sérieux administratif. Hein. Je veux dire, c'est pas simplement des volontaires qui partent, et qui reviennent éventuellement. Non, là, on a affaire à la mobilisation d'une administration complète.
hein, pour une guerre qui ne nous concerne pas fondamentalement, mais dans laquelle l'État français va être impliqué, parce que bon, de toute façon, il a totalement perdu toute forme de souveraineté et qu'il obéit à des intérêts étrangers, supranationaux, à Bruxelles ou ailleurs. Et donc, ce qui explique effectivement que la France soit aussi fasse partie du théâtre des opérations. Le champ de bataille, c'est aussi ce pays. On a vu dimanche dernier, hein, là, on a assisté à non pas une révolution colorée, hein, mais une élection colorée qui s'est mise en place au fil des mois, hein, avec toutes les méthodes des révolutions colorées appliquées, alors cette fois-ci avant le scrutin. Plutôt que d'attendre le scrutin, hein, et de renverser le président élu ou nouvellement élu, en fait, les méthodes appliquées en Ukraine ou ailleurs ont été appliquées là ce coup-ci avant le scrutin, avec donc des manifestants payés, avec les t-shirts, les ballons, avec donc aussi donc des ordres envoyés par texto, hein, ou par Twitter, applaudissez maintenant, criez maintenant, etc., etc. Et puis des techniques aussi donc qui avaient été. Alors, ça a fuité un petit peu. Bon, c'est maintenant de toute façon c'est trop tard pour que ça n'a plus de charge critique. Mais bon, là on atteint par exemple des niveaux de démagogie. C'est de la démagogie scientifique en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes en fait d'analyse textuelle, hein, qui ont été appliquées avec des algorithmes pour définir très précisément ce qu'il faut dire à telle catégorie de la population. Hein, donc il y a des militants de Macron qui sont allés un petit peu partout, ont sillonné les routes de France, ont fait des interviews, quoi, en fait, hein, et ensuite ont défini quels étaient les mots-clés qu'il fallait utiliser avec telle catégorie de la population. Bon, là, ce que je dis là, c'est intuitif, hein, ce qu'on appelle de la démagogie, enfin, ou de la drague. Je veux dire, si je veux plaire évidemment à quelqu'un ou à quelqu'une, je vais lui tenir le discours qu'il ou elle a envie d'entendre. C'est séduction, cette technique de séduction en marketing ou éventuellement en management. Hein. Il y a des organisations qui font beaucoup d'argent avec tout ça. Bon, là, ça a été appliqué vraiment au plus haut niveau pour faire élire quelqu'un et à échelle industrielle. Par exemple, donc, et puis c'est sourcé en fait. Hein. Donc là, c'était un article du Nouvel Obs. Comment Emmanuel Macron a fait son diagnostic pour préparer sa candidature à l'élection présidentielle. L'ancien ministre de l'économie a fait bosser des mathématiciens et des linguistes sur les milliers de verbatims issus de porte-à-porte. Je continue, je vais faire quelques petites citations parce que c'est important de comprendre dans quel monde on vit. Ensuite, les algorithmes ont un avenir en politique. Emmanuel Macron et son mouvement En Marche ont fait appel à Proxem, une start-up spécialisée dans l'analyse textuelle de données, pour décrypter les attentes des Français recueillies par les marcheurs. En fait, ses collaborateurs étaient appelés les marcheurs. Et ça c'était il y a déjà un an. Donc une démarche novatrice amenée à se banaliser. Ensuite, Emmanuel Macron utilise le big data pour formuler son programme politique. Dans le cadre de sa campagne, Emmanuel Macron a prévu de se servir des technologies provenant de l'ingénierie linguistique afin d'analyser les verbatims rentrés pendant la campagne de récolte d'informations auprès des potentiels électeurs réalisés par ses équipes. Il utilisera ces résultats pour faire un diagnostic, identifier les thèmes qui se répètent et par la suite les adapter à son programme et vice-versa. Donc en fait, bon, ce que les grands leaders charismatiques font un peu spontanément, hein, au flair en quelque sorte, bon, là, ça atteint des proportions effectivement, et puis une expertise, hein, qui sont vraiment, je dirais, assez impressionnantes. Hein. Donc, par exemple, oui, voilà, Emmanuel Macron, les coulisses d'une ambition. En mai 2016, des bénévoles sont recrutés. Une opération de porte-à-porte supervisée par un trio de jeunes trentenaires est lancée. Parmi ces jeunes, il y a Guillaume Liéget qui fournit à Emmanuel Macron un algorithme et une panoplie d'outils marketing. Citation de ce jeune homme brillant. Entre le moment où vous vous inscrivez sur un site et celui où vous êtes invité à un événement physique, il faut qu'il s'écoule moins de 24 heures. Nous avons des outils technologiques pour faciliter ça. Voilà, donc toujours cette idée là qu'il faut aller vite, etc. Et puis qu'il faut qu'il y ait une proximité aussi, hein, physique avec le chef, quoi, en fait. Hein.
Là, on voit bien que bon, l'élection de Macron, je pense que je vous apprendrai rien, s'inscrit dans un dispositif plus général qui s'appelle la mondialisation, qui va consister notamment à désindustrialiser la France et puis aussi, en fait, tout simplement à exproprier les propriétaires. Puisque bon, il va y avoir des taxes supplémentaires alors certains ont dit que c'était comme faire payer un loyer aux propriétaires, par exemple. Bon, le but ultime de tout ça, de toute façon, c'est d'éradiquer, de faire une table rase sur ce pays, comme globalement, sur toute l'Europe. Bon, là, on parle de la France, mais c'est les mêmes méthodes, les mêmes techniques qui sont appliquées. Donc, on est vraiment dans une perspective, effectivement, de table rase. Je dirais, c'est un peu, et là, c'est là où on comprend qu'on est vraiment en guerre. C'est-à-dire que, ce que disait Attila, derrière moi, l'herbe ne repousse pas. Eh bien, nous y sommes. Voilà, il va falloir effectivement, le pouvoir suprême, entre Washington, Bruxelles, Tel Aviv, etc., a un projet qu'on pourrait qualifier de génocidaire pour ce qui concerne pour les Européens, et qui passe effectivement par une clochardisation du continent, avec donc les clandestins, etc. Un appauvrissement général de la population, et puis surtout, comment piquer le capital, le capital des riches. Bon, on va faire payer des taxes supplémentaires, et puis bon, au bout d'un moment aussi, on pourra peut-être effectivement pousser justement en fait la bourgeoisie à vendre ses bijoux de famille pour ensuite les racheter. Bon, tout ça, c'est en train d'être testé donc en Grèce et en Ukraine. C'est dans la mesure où les pays sont dans des situations catastrophiques, et où en fait, en gros, les Goldman Sachs et compagnie sont en train de tout racheter. Donc il faut bien comprendre qu'effectivement nous sommes dans une guerre d'extermination, mais qui procède par des moyens détournés, et du soft power. Soft power, c'est-à-dire en fait des technologies, ce que les Russes appellent par exemple les technologies politiques, ou est-ce que les anglo-saxons appellent plutôt l'ingénierie sociale, social engineering. C'est-à-dire ça procède essentiellement, c'est-à-dire le champ de bataille, c'est l'esprit, pour aller vite. Et donc, le théâtre des opérations, alors l'esprit, dit comme ça, c'est vague, ça ne veut pas dire grand-chose. Concrètement, c'est quoi l'esprit ? L'esprit, c'est vos représentations. Et vos représentations, que vous avez à l'intérieur de votre tête, en fait, elles circulent par le langage. Elles circulent par l'extérieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc je peux effectivement rentrer dans votre tête depuis l'extérieur de votre tête en utilisant les termes, les mots que vous avez envie d'entendre. Et là je peux commencer à vous pirater. Ce que donc Macron a fait en analysant les verbatims et en fait en définissant quel type de discours il fallait tenir à tel type de personne pour rentrer dans son esprit. J'allais dire, c'est même pas par effraction, c'est avec son consentement. Et c'est là où on est dans l'ingénierie sociale, c'est-à-dire c'est du piratage consenti. C'est là où ça devient difficile de lutter contre tout ça. On a entendu parler aussi par exemple du coup d'État institutionnel au Brésil, qui a renversé Dilma Rousseff. Mais un coup d'État institutionnel, c'est plus un coup d'État. Là, c'est vraiment la frontière entre le légal et l'illégal qui commence en fait à devenir un petit peu floue. Et c'est le génie justement du pouvoir suprême, cosmopolite, supranational, de réussir à prendre le contrôle du pays entier légalement. C'est dans cette perspective de stratégie indirecte et de stratégie furtive. Alors la furtivité, effectivement, c'est aussi un terme, un mot-clé qu'il faut avoir toujours présent à l'esprit. Nous sommes donc dans une guerre d'extermination furtive. C'est-à-dire que c'est une guerre qui n'est pas déclarée. Et, parce que, évidemment, si elle était déclarée, on prendrait des mesures, on commencerait à se défendre. Et là, tout l'enjeu de cette guerre d'extermination furtive, c'est qu'à aucun moment, ou alors, si on en prend conscience, que ça reste effectivement assez marginal, et que ça n'empêche pas le processus polémogénétique, processus guerrier, de continuer à avancer. Tout l'enjeu aujourd'hui, en termes de guerre hybride, c'est de faire disparaître la figure de l'ennemi.
C'était en fait le génie de Carl Schmitt, par exemple, là, le juriste du Troisième Reich, ça a été de dire effectivement le geste fondateur de la politique, c'est la désignation de l'ennemi, la définition de l'ennemi. À partir de là, effectivement, il y a tous les phénomènes comment dire ça, de lien social peuvent se mettre en place à partir du moment où il y a une ligne de front et avec effectivement un extérieur et un intérieur. Bon, l'ennemi, forcément, évidemment, est à l'extérieur. Bon, ça, c'est un peu les constantes du psychisme humain, c'est-à-dire que nous ne pouvons commencer à faire société que dans la mesure où nous avons la perception d'une limite entre une intériorité, un intérieur et un extérieur. Tout l'enjeu du pouvoir, c'est de brouiller cette limite, pour que précisément nous ne soyons plus en mesure de constituer du lien social en général, et a fortiori du lien social entre amis. Donc l'enjeu pour le pouvoir, pour le Terminator en quelque sorte, puisque le pouvoir là aujourd'hui n'est plus dans une perspective d'exploitation, mais dans une perspective d'éradication. On est dans le post-capitalisme, je veux dire, la vision marxiste est dépassée à ce niveau-là, marxiste classique, c'est-à-dire que le capitalisme n'essaye plus d'exploiter le prolétaire, aujourd'hui il essaye de l'éliminer physiquement, parce qu'il n'en a plus besoin. Quand je dis prolétaire, bref, on se comprend, ceux qui sont en dessous, quoi, au niveau de la pyramide des classes socio-économiques. Donc là, on est dans un processus, effectivement, où le pouvoir n'a plus pour ambition finalement de jouir, de faire travailler à sa place, avec des esclaves, etc., avec des gens enchaînés à leur machine-outil, etc. Non, en fait, ça, on peut le faire ailleurs, de toute façon, et puis voilà, donc il y a des zones qu'on va pouvoir vider. Voilà. Et remplacer, ou alors effectivement... et donc là, j'arrive aussi sur la thématique du remplacement, qui a plusieurs fonctions, et notamment, effectivement, aussi une fonction guerrière. Dans ces nouvelles théories de la guerre, donc de guerre hybride, il y a un concept qui est important, c'est la guerre en essaim. C'est-à-dire la guerre menée, donc toujours, alors non plus de cette façon conventionnelle, où on a effectivement une armée carrée en face de nous, et puis avec des étendards. En fait, les nouvelles théories de la guerre, notamment théorisées par la Rand Corporation, reprennent des visions un peu ancestrales en quelque sorte, c'est-à-dire une approche du conflit décentralisée. Donc à partir de 91, les Américains ont beaucoup travaillé là-dessus. Donc en fait, c'est une approche du conflit chaotique, c'est-à-dire qui en quelque sorte laisse une marge de manœuvre aux soldats, en quelque sorte, voire même qui en fait s'appuie sur des civils pour faire le travail du soldat. Alors là, c'est encore plus décentralisé, puisque la chaîne de commandement, là, pour le coup, n'est même plus militaire, en fait. C'est-à-dire qu'on utilise des civils, en l'occurrence, ça peut être des clandestins, pour réaliser des objectifs militaires. Alors, il y a un ouvrage qui est sorti là-dessus, sur ce sujet, qui n'est pas traduit en français, et qui, le titre, je l'ai dans mon bouquin, bref... si vous l'achetez, vous aurez tout. Tout ce que je dis là, en fait, c'est dans le livre. Le titre, c'est Mass Immigration. Je ne sais plus exactement le titre. Encore un livre qu'il faudrait traduire. C'est une universitaire américaine qui donc a travaillé sur justement l'utilisation de l'immigration comme dans une perspective militaire. Donc la militarisation de l'immigration et des flux d'immigrés. Alors, à une époque, il y a Kadhafi qui avait menacé effectivement les Européens. Finalement, c'est plutôt lui qui s'est fait dégager, quoi. On voit que Erdogan aussi utilise un petit peu cette menace. Mais en réalité, finalement, quand ce genre de leader politique menace explicitement, c'est qu'en fait, il ne va pas le faire. Ou du moins, c'est que finalement, c'est pas là qu'il faut regarder. Et il vaut mieux regarder ceux qui, en quelque sorte, ne disent pas qu'ils vont nous attaquer au moyen de flux migratoires.
Et c'est-à-dire qu'en fait, bon, justement tout le délire compassionnel autour donc, des flux migratoires clandestins, en réalité, est utilisé dans une perspective militarisée, mais donc au nom de la compassion et des droits de l'homme. Et là, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est plutôt dans cette direction-là qu'il faut regarder quand on veut comprendre de quelle façon l'immigration clandestine, l'immigration de masse est militarisée. Et là, effectivement, donc on revient sur cette approche de la guerre par petits groupes, par hordes, ou en essaim, c'est-à-dire d'une manière décentralisée et fonctionnant de façon un peu autonome. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus, là, à ce stade, de fabriquer des cohortes avec des gens qui obéissent au doigt et à l'œil. Non, il s'agit de répandre le chaos. Et ça peut se faire, effectivement, aussi en utilisant, par exemple, des groupuscules d'extrême gauche, des groupuscules d'extrême droite. Donc là, c'est plutôt dans les pays baltes ou en Ukraine. Et puis donc, bon, comme je le disais, effectivement, des espèces de dessins, en quelque sorte, d'immigrés clandestins qui avancent les mains dans les poches, mais toujours avec leur smartphone, qui leur dit allez à droite, allez à gauche, et tout ça piloté depuis la Open Society de George Soros ou ce genre d'organisation. Tout cela en fait vise à produire de la confusion. Il s'agit en fait de ne plus, en fait, si vous voulez, il faut à chaque fois que la figure de l'ennemi soit difficile à percevoir, voire devienne complètement invisible. En l'occurrence là, bon, pour ce qui concerne les clandestins et les ONG humanitaires qui les aident, nous avons affaire à des ennemis. Ça se passe mal, on le sait. Il y a des morts, il y a des viols, il y a des agressions, mais donc malgré tout, c'est présenté sous un jour compassionnel et humanitaire. Bon, faut pas se laisser impressionner par ça. On est vraiment dans une stratégie militaire d'invasion, voilà, pilotée effectivement au moyen de smartphones. De la même façon, les groupuscules de l'ultra-droite à l'ultra-gauche ont les mêmes fonctions, fondamentalement. Mais justement, du fait qu'ils sont mélangés, comment dire ça, les origines idéologiques sont parfaitement antagonistes, ça peut donner l'illusion, effectivement, que finalement, ils s'opposent entre eux, alors qu'en fait, en réalité, si on regarde bien, ils travaillent dans le même sens. Mais bon, c'est d'une certaine façon, là, en fait, il faut se mettre à métacommuniquer, c'est-à-dire ne pas se laisser piéger et impressionner, subjuguer par les contenus discursifs qui vont être tenus sur les sites, par exemple, ou effectivement dans les conférences qu'ils peuvent tenir, ou dans toute la production théorique qu'ils vont faire, je crois, dans des livres ou je ne sais quoi. En fait, il faut quand même réussir à distinguer que qu'est-ce qui fait le dénominateur commun. Le dénominateur commun, en général, concernant par exemple les antifas et par exemple les bandéristes ukrainiens, c'est d'être tous anti-Poutine, par exemple. Alors là, ça permet effectivement d'accabler de tous les péchés du monde, de toutes les fautes, une figure bien connue médiatiquement. Et bon, là, on est effectivement dans la propagande de guerre classique. Voilà, et donc en fait, bon, quand on commence à regarder les choses, alors bon, il y a un premier niveau d'analyse qui est le niveau partisan. Par exemple, tel individu se sent une sensibilité de droite, donc bon, voilà, forcément, on peut être effectivement un peu séduit par tel ou tel exemple, paramilitaire en Ukraine ou dans les pays baltes. Un autre va se sentir plutôt de gauche, libertaire, donc voilà. Mais bon, concrètement, en fait, quand on regarde la production médiatique de toutes ces organisations, elles convergent. Elles convergent vers un projet qu'on appelle d'atlantisme. Ni plus ni moins. À chaque fois, en fait, s'il y a effectivement antagonisme à un certain niveau d'analyse, à l'échelle supérieure, en gros au niveau N+1, on voit effectivement que ça appartient à un ensemble plus vaste et qui fait avancer un agenda, un programme qui est toujours le même et qui est soutenu par ailleurs effectivement par l'OTAN, par la Commission européenne et qui globalement dit à peu près la même chose.
Alors la difficulté là, c'est effectivement pour, par exemple, enfin bon, si vous voulez, moi ce qui m'a choqué avec ce qui s'est passé là, à Kiev pendant l'hiver 2013-2014, c'est pas qu'il y ait des paramilitaires, comment dire, d'inspiration néo-nazie dans les rues, c'est que c'est la bienveillance des médias occidentaux par rapport à ces organisations. Là, j'ai commencé à me dire, mais il y a un problème là, parce que bon, on nous emmerde avec l'extrême droite, dont je suis aujourd'hui, hein, du point de vue des médias, occidentaux. Voilà, je suis en quartier OFN, je viens ici, voilà, bon. En revanche, il n'y a aucun problème, effectivement, avec des gens qui se revendiquent du nationalisme ethnique, du moment qu'ils sont anti-russes. Alors là, tout est pardonné. Et on a vu progressivement, en fait, des ponts, hein, des passerelles se créer entre une certaine extrême gauche occidentale et une certaine extrême droite ukrainienne. Le problème, c'est pas l'extrême droite ukrainienne, encore une fois, et c'est même pas l'extrême gauche occidentale. C'est le fait que, fondamentalement, ils soient pilotés par les mêmes personnes. Après, ils font ce qu'ils veulent chez eux, voilà. Enfin bon, c'est vraiment difficile de faire la part des choses, quoi, en fait. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'effectivement, cette guerre qui est menée contre les peuples d'Europe peut parfaitement utiliser les revendications identitaires, hein, du nationalisme ethnique, défense des Blancs, etc., pour faire passer autre chose. Principe du hameçonnage, hein, en ingénierie sociale, je dis quelque chose pour faire passer autre chose, sous couvert, voilà. Bon, tout ça, en fait, fondamentalement, ça tombe sous le sens, c'est intuitif. La raison pour laquelle on peut tomber dans le panneau, c'est en fait les proportions que ça prend. Parce qu'on se dit, c'est pas possible, hein, que ça touche autant de monde et que l'extension médiatique du mensonge prenne ces dimensions qui sont vraiment internationales. Eh bien si, c'est possible, parce qu'à partir du moment où vous avez le budget, et les budgets sont infinis, hein, je veux dire, la banque Rothschild, pour faire élire Macron, n'a pas lésiné sur les moyens. Il y a un certain nombre de messages là, de ces militants qui ont fuité là, il y a une semaine. Bon, voilà, c'est à coût de 80 000 euros par-ci, 100 000 euros par-là. Faut regarder un petit peu, hein, les sommes qui ont été dépensées. Donc à partir du moment où vous avez effectivement des budgets infinis, vous pouvez créer une réalité virtuelle complète. Et une réalité virtuelle, alors là, la chose qui est fascinante, hein, c'est une réalité, et qui est typique justement de cette guerre hybride qui nous est livrée, c'est une réalité virtuelle sélective. C'est-à-dire que le profil comment dire ça, ce qui est visé, c'est simultanément, c'est le chemin et c'est le but. Je m'explique. Vous avez tous entendu parler de l'indignation sélective, hein, le fait de s'indigner par exemple de l'extrême droite en France, mais finalement de ne pas s'en indigner ailleurs. Ça en fait, ça exploite un biais cognitif qui s'appelle l'attention sélective. Et le fait que finalement, effectivement, on sera plus attentif à ce qui nous plaît, et on va le retenir, et on va laisser de côté ce qui ne nous plaît pas. Dans la mesure où on est dans un monde complexe, l'ingénierie sociale du pouvoir, hein, et le management des perceptions travaille là-dessus. C'est-à-dire qu'il doit, à un moment ou à un autre, nécessairement commencer à segmenter la perception de la guerre qui est menée. Pourquoi ? Parce que il s'agit, comme Macron l'a fait par exemple, hein, en faisant du marketing politique, il s'agit donc de commencer à segmenter le public pour ne plus tenir un discours républicain, hein, c'est-à-dire un discours unificateur pour toute la population du pays, et commencer en fait à tenir un discours adapté à chaque communauté. Donc ça, c'est du marketing politique classique, à la sauce anglo-saxonne, tel qu'il se fait depuis des dizaines d'années. Je craignais que ça arrive en France un jour, quand je voyais ça à l'époque, pendant la campagne d'Obama, il y a plus de 8 ans maintenant. Bon, voilà, maintenant on est à fond dedans. C'est-à-dire qu'en fait, là, potentiellement, la société française est déjà éclatée.
pour une raison très simple, c'est qu'effectivement elle est morcelée en communautés et que les gens qui veulent se faire élire sont obligés de tenir un discours différent à chacune de ces communautés. D'où la difficulté du Front National d'essayer justement de ne pas tenir un discours différent à chaque communauté, mais malgré tout en étant obligé de respecter les exigences communautaires. C'est infaisable en fait. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, bon, ils s'en sortent très moyennement, faut avouer. Enfin bon, mais le problème c'est que c'est un défi qui dépasse peut-être les capacités de l'entendement humain. Hein, c'est réussir vraiment à tenir le multiple et l'un en même temps. Macron, lui, s'est pas embêté. Voilà, on est dans le multiple. Hein, donc en fait, voilà, je vais à chaque fois que, enfin, je vais tenir un discours. Soit je vais tenir un discours creux qui effectivement n'engage à rien et qui pourra s'adapter à tout le monde, soit je tiens un discours différent en fonction des catégories de la population. Cette segmentation, en fait, finalement, le terme, le mot-clé maintenant, quelque part, qui pourrait qualifier ce phénomène de guerre hybride, c'est ça, c'est la segmentation cognitive, qui est donc le chemin c'est le terme qu'on peut donner à la méthode employée pour se faire élire, par exemple, donc pour prendre le pouvoir, mais c'est aussi le but du pouvoir, c'est d'arriver en fait à nous segmenter cognitivement, de sorte à briser l'unité logique du psychisme et le fonctionnement normal. Et ça, c'est très important d'arriver à cela, de sorte à ce qu'il n'y ait en fait plus aucune résistance, hein, puisque bon, le champ de bataille étant l'esprit. Hein, donc, d'où les expressions de guerre cognitive, de guerre culturelle. Il s'agit effectivement donc de prendre le contrôle des esprits. Et prendre le contrôle des esprits à ce niveau-là, ça va se faire effectivement en fait en affaiblissant les capacités d'autodéfense immunitaire des esprits, c'est-à-dire des cerveaux, des psychismes et du fonctionnement cérébral de chacun. Pour ça, effectivement, rien de tel que de générer des conflits triangulés, c'est-à-dire en fait de mettre en place des antagonismes internes. Et voilà, donc pour ça, effectivement, c'est la technique de la segmentation, hein, c'est-à-dire du morcellement qui est appliqué, et qui doit permettre effectivement de faire accepter tout et son contraire dans la même phrase. Ça, c'est vraiment vers ça qu'on va. Hein. C'est vraiment aujourd'hui. C'est George Orwell qui parlait de ça dans 1984. Hein. Il faut être capable de dire une chose et son contraire dans la même phrase. Et ce qui, évidemment, présente un avantage pour le pouvoir, qui peut ensuite, effectivement, imposer sa vision, sa version des faits, sa version des événements, en contradiction totale avec le réel. Puisque, en quelque sorte, l'individu moyen pourra faire un constat dans le réel, et en même temps, dans la même phrase, et éventuellement avec une conjonction de coordination ou de subordination, enchaîner sur la version du pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Une version sur la version, c'est-à-dire sur le storytelling, c'est-à-dire sur la narration du pouvoir. Le but aujourd'hui pour le pouvoir, c'est d'arriver effectivement à ce que nous quittions totalement le principe de réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut généraliser, c'est le terme de Freud, hein, principe de réalité versus principe de plaisir. Donc la maturation, le fait de devenir adulte, ça consiste justement à mettre entre parenthèses, du moins à juguler le principe de plaisir, hein, donc la quête du plaisir immédiat, pour donc effectivement s'acheminer vers le principe de réalité, vers le fait d'assumer le réel tel qu'il est et non plus tel qu'on le fantasme. Ça, c'est un problème pour le pouvoir parce que le réel n'est jamais plastique, hein, donc il oppose toujours une résistance. C'est en ce sens que, pour moi, en fait, fondamentalement, le véritable enjeu aujourd'hui, hein, le vrai clivage, hein, c'est plus la droite contre la gauche, c'est même pas mondialisme contre patriotisme, hein, comme dirait Marine. Fondamentalement, pour moi, c'est le réel contre le virtuel. Et en fait, la guerre hybride dans laquelle nous sommes engagés à nos esprits défendants, c'est une guerre qui vise donc à nous inculquer qu'il n'y a plus de réel.
et que donc, par exemple, un homme est une femme est un homme, hein, théorie du genre, 2 plus 2 égale 5, hein, ça c'est un clin d'œil à 1984. Quoi d'autre encore? Bon, voilà, que tout est possible, enfin, par exemple, effectivement, que les rebelles modérés, enfin, qu'il y ait des rebelles modérés en Syrie, et qui sont malgré tout, qui égorgent des gens, mais c'est des rebelles modérés quand même. Enfin, bon, en fait, il faut en fait, ce que veut le pouvoir fondamentalement, c'est en finir avec toute capacité critique, toute capacité de distanciation par rapport aux événements, et que effectivement, nous ne trouvions pas étrange, par exemple, que à Kiev se rencontrent, hein, sur la même place des gens qui se revendiquent du nationalisme ethnique traditionnaliste et par exemple des LGBT et qui convergent en fait. Enfin, il faut réussir. Enfin, ce que veut le pouvoir, c'est fondamentalement que nous trouvions ça même pas normal. C'est que ça ne choque plus. Voyez, c'est que en fait, le but, c'est d'arriver à la transgression définitive du principe de non-contradiction. Donc, qui est le principe fondateur de la logique chez Aristote, hein, A égale A, et donc voilà, bon, A n'est pas non-A. Voilà. Une chose est ce qu'elle est, et elle ne peut pas être elle-même et son contraire. Il faut réussir pour le pouvoir, pour que nos esprits deviennent totalement plastiques et malléables, il doit réussir à briser en nous les réactions, enfin, comment dire ça, en fait, les exigences logiques élémentaires. Les exigences logiques élémentaires et le rapport aux faits qui fait que nous sommes rétifs, hein, que nous n'allons pas effectivement répéter comme un perroquet ce qu'on voit dans les médias par exemple, et qu'on va s'informer soi-même, et que voilà. Non, ce que veut le pouvoir, il fait de l'ingénierie sociale. Hein. L'ingénierie sociale, c'est quoi? C'est prendre le contrôle des rapports de confiance, d'indifférence et de méfiance. Le pouvoir veut que nous lui fassions une confiance aveugle. Et pour ça, donc, voilà, il faut effectivement que l'esprit des individus, que le fonctionnement cérébral des individus soit entièrement subjugué par la narration du pouvoir et ne cherche plus aucune contradiction, plus aucune extériorité. Et c'est pour ça que la question finalement du nationalisme ou des frontières, etc., s'observe à plusieurs échelles, hein, c'est-à-dire effectivement au niveau géopolitique, mais aussi au niveau cognitif. Hein. La question de ce que je disais tout à l'heure, de la limite intérieure-extérieure, c'est absolument fondateur. Tout l'enjeu de l'ingénierie sociale consiste à en prendre le contrôle et donc en fait à pirater et à rentrer par la porte de derrière en quelque sorte, ou même de faire ouvrir la porte de devant. Pour ensuite commencer effectivement à réécrire le logiciel, hein, comme ferait un pirate informatique. Donc, on voit bien qu'effectivement, il s'agit de rompre la capacité logique de l'esprit, et de rompre aussi l'exigence, hein, empiriste, hein, l'exigence expérimentale. Donc tout cela, en fait, pour fabriquer des esprits totalement malléables et qui se satisferont de ce que... Alors il y a un terme qui a émergé là, il y a quelques années, hein, de la politique post-factuelle, par exemple. C'est-à-dire que pour qualifier justement donc, cette espèce de virtualisation générale de la politique, des journalistes, etc., ont commencé à parler de vérité, de politique post-vérité et post-factuelle. L'essentiel n'étant plus, hein, donc de définir des vérités au sens classique du terme. Hein, quand j'étais étudiant en philosophie, on voyait ça, c'est de l'épistémologie, hein, c'est l'adéquation de l'énoncé à la chose. Là, en fait, on zappe en quelque sorte, on oublie, il n'y a plus de choses. Enfin, il n'y a plus que des énoncés. Et le but, fondamentalement, c'est ça pour le pouvoir. C'est d'arriver à ce que nous, en tant que peuple, nous ne fonctionnions, enfin que notre fonctionnement, enfin que notre esprit s'appuie uniquement sur des énoncés, et non plus sur la comparaison entre un énoncé et une réalité extérieure. Donc il s'agit de tout subjectiver. Et pour arriver à cela, effectivement, voilà, il s'agit donc
de faire régresser le fonctionnement élémentaire de l'esprit, de sorte que finalement on soit un peu comme des enfants. Bon, l'enfant fait confiance à ses parents. Il ne va pas chercher à vérifier par lui-même. On commence à vouloir vérifier par nous-mêmes à peu près à l'adolescence, d'où les crises d'adolescence où on commence à effectivement remettre en question l'héritage parental, etc. Parce que nous-mêmes on fait nos propres expériences et qu'elles sont parfois effectivement contradictoires avec ce que papa et maman nous ont dit, etc. Mais l'enfant, alors il y a aussi la période où l'enfant commence à dire non à tout en permanence, quoi. Bon voilà, donc il y a des étapes. Mais c'est le rôle effectivement, donc de la négation. Et effectivement, le but du pouvoir, c'est de nous faire dire oui à tout. Et donc d'en finir avec la capacité de dire non. La capacité de dire non, c'est-à-dire la capacité de poser une extériorité. Une extériorité à quoi? Au discours, à la narration du pouvoir. Donc il faut nous enfermer dans un monde unique. L'expression pensée unique existe depuis longtemps. Et c'est pour ça que, effectivement, tant que le monde n'aura pas été unifié, sous une tutelle unique, il y aura toujours une extériorité géopolitique, par exemple, avec des médias qui ne diront pas la même chose. Ça explique l'hystérie atlantiste par rapport aux médias russes, aux médias iraniens. Les Chinois, on ne les fréquente pas trop parce qu'il y a quand même une distance linguistique un peu supérieure, mais bon. D'où les accusations de fake news, etc., qui sont des réactions désespérées. Effectivement, il y a une extériorité à la narration pilotée depuis le département d'État américain, depuis Bruxelles. Et c'est cette extériorité qu'il faut combattre. Donc la guerre hybride, fondamentalement, si on essaie de définir le concept de la guerre hybride qui nous est livré, c'est-à-dire à l'intérieur de nos têtes, c'est-à-dire, la guerre hybride, effectivement, a plusieurs terrains, a plusieurs théâtres des opérations. Le théâtre des opérations intérieures, en fait, travaille comme le théâtre des opérations extérieures, à en finir, effectivement, avec la notion même d'extériorité. Et donc, en géopolitique, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle, effectivement, le mondialisme. C'est pas la mondialisation. La mondialisation, on est déjà. Voilà. Mais le mondialisme, c'est vraiment l'ambition d'en finir même avec le côté un peu internationaliste de la mondialisation. On peut vivre, la mondialisation n'exclut pas l'indépendance des États-nations ou de n'importe quelle entité géopolitique. Là, le mondialisme vise vraiment à en finir avec les barrières, barrières douanières par exemple, mais aussi barrières morales, etc. C'est absolument nécessaire parce que tant qu'il y aura une extériorité, il n'y aura pas de possibilité d'imposer une seule et unique narration sur la surface entière du globe. Et là je parle de narration parce qu'effectivement c'est en fait le côté phénoménologique de l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait l'esprit on ne sait pas trop ce que c'est, mais quand je parle de narration là tout le monde sait ce que c'est. Et c'est-à-dire en fait c'est ce que je suis en train de faire devant vous, je suis en train de blablater. Et donc, je ne sais pas à quelle heure je m'arrête. Je peux continuer encore. Je ne sais pas. Tu as un certain ou un certain temps. Après, on va passer aux questions. Ouais. T'as encore du temps pour la conclusion. Ouais. Donc tout ce dont je vous ai parlé, donc en fait effectivement, la guerre hybride dans laquelle nous sommes plongés, vise effectivement à nous éradiquer physiquement, en passant éventuellement sur certains théâtres des opérations par des opérations conventionnelles, mais effectivement en Occident c'est plutôt le terrain cognitif qui est visé, le terrain culturel, etc. Donc on peut aussi parler de mind war. Alors ça c'est le terme utilisé par un individu assez spécial qui s'appelle Michael Aquino et qui est spécialiste des opérations psychologiques, qui est un militaire américain et qui a beaucoup travaillé sur les opérations psychologiques. C'est un des grands théoriciens de l'opération psychologique. Et simultanément, il se trouve que le soir, il anime une secte sataniste. C'est un parcours curieux, qui est manifestement toléré par les militaires américains, par l'armée américaine. Sachant que c'est probablement la partie visible de l'iceberg seulement.
Et en fait, qu'est-ce qu'il entend par mind war, donc par une guerre mentale, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça comme ça, c'est, comment dire ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la possibilité d'imposer une réalité complète sur la base d'une source. C'est-à-dire que c'est la source qui rend crédible la réalité dont elle émane. La source, ça veut dire, c'est quoi? Bon, alors ça va être effectivement les médias, etc. Donc, et cette source, donc sa crédibilité, elle vient de quoi fondamentalement? Puisque bon, on n'a pas les moyens tout de suite de comparer ce qu'on voit dans les médias et puis la réalité objective qui peut être à plusieurs milliers de kilomètres. Donc ça va reposer sur quoi? Ça va reposer sur le volume sonore en fait. Hein, c'est celui qui gueule le plus fort finalement qui sera le plus crédible. Donc là, on voit effectivement que le fondement de l'opération psychologique pour ce Michael Aquino n'est pas l'adéquation à une réalité objective, hein, puisque de toute façon, à la limite, la question n'est plus posée. Hein, c'est-à-dire que, je veux dire, puisque personne ne va pouvoir vérifier. Voilà. Je veux dire, qui peut vérifier qu'effectivement il y a bien eu, que c'est Bachar el-Assad qui a commis un attentat aux armes chimiques il y a 3 semaines? Qui peut vérifier ça? Donc le problème il n'est plus là aujourd'hui. C'est pour ça qu'effectivement des observateurs, des intellectuels ont parlé de post-vérité. C'est-à-dire que l'enjeu n'est plus là. L'enjeu, en fait, il est simplement le volume sonore avec lequel on va proclamer une version des événements. Donc là, on sort comment dire ça, en philosophie médiévale, c'était le combat entre le nominalisme et le réalisme. C'est-à-dire, on sort du réalisme des idées pour aller vers le nominalisme. C'est-à-dire que les idées n'ont plus vraiment de rapport à une extériorité qui va les charger, enfin qui va les grever en quelque sorte, qui va leur donner leur pesanteur. On est vraiment dans un constructivisme complet, qui est en fait l'autre nom finalement de l'opération psychologique. Enfin, le constructivisme, le constructivisme finalement, enfin en épistémologie, ça consiste à ne même plus se poser la question du vrai et du faux. Je me pose que la question de l'impact que ma narration aura sur vous. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus aucune. Enfin, c'est un peu ce que font les gourous dans les sectes, ce que Macron a fait par exemple pendant ses meetings. C'est-à-dire en fait le rapport au monde objectif, le rapport au monde réel est totalement évacué et on parle pour fusionner tous ensemble. Allez, on est tous ensemble, on est un grand groupe et on va tous en marche dans le même sens et puis c'est tout ce qui compte. C'est-à-dire qu'en fait là à ce niveau-là, le constructivisme vise à créer des effets purement émotionnels et des effets de groupe fusionnel qui n'ont pas pour objectif d'aboutir à quelque chose de concret, parce qu'en réalité le langage est utilisé dans sa fonction de pure séduction ou en quelque sorte dans sa fonction je pourrais dire de cohésion sociale, mais non pas sur une base de réalisation d'un projet. Il s'agit simplement de produire une ambiance de concert de rock ou de célébration mystique avec finalement ce qu'on appelle la construction d'un réseau intersubjectif qui évacue complètement effectivement l'empirisme et le rapport à une réalité extérieure. Donc là on est dans la culture du principe de plaisir. Et ce qui est inquiétant, c'est de voir qu'effectivement, il y a une espèce de, la politique en Occident s'oriente de plus en plus vers ça, vers quelque chose de totalement régressif, qui induit ensuite, sur le plan civilisationnel, effectivement des effets aussi d'hyper émotivité. C'était en janvier là, quand on avait fait l'émission sur les Social Justice Warriors, on avait effectivement évoqué les réactions complètement hystériques des fans de Clinton et qui manifestement, je veux dire, c'est des gens qui sont, ça donne l'impression d'avoir affaire à des déficients mentaux, quoi. C'est des débiles légers, quoi.
Et c'est vraiment ça qui est cultivé aujourd'hui, hein. Bon, là, j'étais enfin, les semaines dernières, donc je faisais les marchés, je distribuais mes tracts. Et puis je tombe un jour sur une militante de Macron. Alors bon, il y a plusieurs profils, hein. Un jour, bon, je tombe sur un musulman qui me dit, bon, moi je veux la charia en France. Macron nous la donnera. Donc ça, bon, les choses sont claires. Et puis un autre jour, je tombe sur une jeune femme, 25-30 ans. J'avais l'impression d'avoir affaire à une débile légère, enfin à une gamine de 12-13 ans. Enfin, son QI, elle avait le QI émotionnel d'une préado, quoi. Et vraiment, le genre qui va, comment dire, poser un bisounours là, comment dire, au pied du Bataclan là, bon, pour dire oui, mais vraiment pas d'amalgame, etc. Bon voilà, enfin, et qui est pleine de bonnes intentions, mais d'une candeur et d'une naïveté. Mais bon, et c'est extrêmement difficile de discuter parce que avec des gens comme ça, hein, c'est un peu, je pense, le problème que Marine Le Pen a rencontré là pendant son débat raté. C'est en fait, on a affaire à des gens qui mentent de A à Z, enfin qui vivent dans un autre monde en fait. Macron est en apesanteur complète. Il vit sur notre planète. Tout ce qu'il dit est faux de A à Z, ou alors quand c'est pas faux, c'est de toute façon, je sais pas comment dire ça, c'est présenté d'une façon comment dire ça, soit c'est faux, soit c'est insignifiant. Enfin voilà quoi, soit c'est faux, soit c'est pas intéressant dans le débat. Et comment aborder, quand vous avez affaire à quelqu'un qui vous dit ah mais moi je suis pour l'UE, moi c'est super l'UE. Pourquoi expliquez-moi. Parce que on n'a plus besoin de faire de change de monnaie. Moi quand je vais voir ma cousine qui fait ses études en ce moment en Espagne, et ben moi à l'aéroport, et ben voilà, je peux avancer, etc. Et puis il n'y a pas de barrière, pas de... Bon, c'est des arguments stupides, ridicules. Enfin je veux dire, c'est pas de la géopolitique. Mais quand le discours politique se limite à ça, comment répondre? Vous voyez, parce que là, on voit bien que c'est une réalité complète, une réalité toute rose, hein, tout va bien, qui habite la tête de cette personne. C'est pas simplement un argumentaire ponctuel. Non, on voit bien que l'individu à qui vous avez affaire procède d'un autre monde, d'une autre réalité que la vôtre. Et là, bon, alors c'est un bon exercice hein, de tomber comme ça sur des gens, alors soit des militants, soit ou tout simplement des passants, quoi, qui prennent votre tract ou qui ne prennent pas. Effectivement, il faut réussir à trouver les failles hein, dans le délire psychotique véhiculé par les médias et dans lequel ces personnes se trouvent. Il faut réussir d'une phrase, hein, parce que vous n'avez pas le temps hein, de discuter longuement. Mais si vous discutez longuement, vous passez pour le lourdeau ou le facho de base, etc. Donc il faut réussir en fait d'une phrase à effectivement viser hein, le cœur de l'hallucination, hein, c'est-à-dire cette espèce d'hallucination collective qui devient en quelque sorte le quotidien de la politique. Par exemple c'était ça sous Obama, bon là on va commencer à nous, on le sentait un peu sous Hollande, mais avec Macron ça va être puissance 10, hein, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir affaire vraiment à de la politique post-vérité, de la politique post-factuelle du matin au soir. Avec une espèce de... Enfin, c'est marrant parce que bon, sa bonne femme est un peu à l'image de ça, quoi. C'est entièrement refait comment dire ça, c'est de la chirurgie esthétique de A à Z, quoi. Tout est faux, quoi. Quelles sont nos armes hein. Bon, je vais finir là-dessus parce que bon, que dans cette guerre cognitive, dans cette guerre qui nous est menée et dont le but est de nous déprimer, de nous pousser au suicide. Quelles sont nos armes? Alors il y a des gens qui fantasment sur, je sais pas quoi, guerre civile, ou on va cacher des fusils quelque part, et puis le jour J on sortira, et puis voilà. Et puis bon, enfin c'est pas très réaliste entre nous, je veux dire. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à faire d'autre que de passer par le langage. Hein, puisque de toute façon c'est comme ça que le pouvoir rentre dans la tête des gens, hein, c'est par les mots. Et par les images, mais bon, les images ont toujours une légende implicite, hein, donc fondamentalement on est toujours dans du langage, on est toujours dans du code. Une image qui n'est pas légendée possède malgré tout une signification. À partir de là, en fait, hein, comme on parle de langage corporel, le langage corporel, fondamentalement, c'est du langage syntaxique, intériorisé et qui trouve une traduction dans des gestes. Mais ça reste, c'est de la langue, en fait. Voilà.
Et donc, il faut effectivement, alors c'est un peu l'objet des ateliers de réinformation que j'ai essayé de lancer là dans le cadre de ER. Il faut, nous devons donc développer notre créativité langagière. Il faut devenir des bons communicants. Devenir des bons communicants, c'est être capable effectivement d'inventer des slogans, hein, c'est-à-dire des phrases, des punchlines en anglais, c'est-à-dire en fait des phrases qui tout de suite percent la défense rhétorique de l'ennemi. Et je dis bien ennemi, hein, parce que quelque chose, je n'ai pas trop insisté là-dessus, mais un des traits typiques aussi de la guerre hybride, c'est la confusion entre civils et militaires. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver, enfin, fondamentalement, nos ennemis sont aussi parmi les civils, il n'y a pas que des militaires. D'ailleurs, on est relativement peu attaqué par les militaires, en l'état actuel des choses, en France. Et en fait, là je parlais effectivement donc, des immigrés clandestins militarisés, mais en réalité c'est l'ensemble de la société qui est militarisée. Et militarisée pour effectivement produire le même effet final, à la fin, qu'une vraie guerre, au sens classique du terme. À la fin, ce sera la même chose. Ce sera des villes entières rasées et une espèce d'immense bidonville, quoi. C'est un Berlin après les bombardements, quoi, ou Dresde. Et on voit bien que c'est vers ça qu'on va. Je veux dire, c'est dans cette direction que l'Europe est emmenée. Et donc, nos moyens sont limités. Hein. Nous avons encore les moyens, effectivement, du langage, hein, de la conviction. Et effectivement aussi du piratage, hein, pourquoi pas, hein, savoir effectivement toujours conserver la confiance de l'interlocuteur, parce que dès qu'on perd sa confiance, c'est mort, c'est fini. Hein, ce que Marine n'a pas su faire pendant son débat raté, c'est-à-dire qu'elle a perdu la confiance de 3-4% de l'électorat, et parce qu'elle s'est énervée, etc. Et en fait, donc, en restant toujours maître de soi, etc., il faut faire ce que font les journalistes sur les plateaux de télé. Pourquoi ça marche encore ? Bon, voilà, parce que ils sont en costume cravate pour les hommes ou en tailleur en perles pour les filles, et ça donne l'impression d'être propre, hein, et puis d'être digne de confiance. Donc ça, effectivement, il faut veiller vraiment à maintenir la confiance avec l'interlocuteur. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à faire du spin, hein, c'est-à-dire du retournement, quoi. Parce que c'est le but, c'est de retourner un maximum de gens autour de nous. C'est-à-dire dans la famille, chez les collègues du travail, partout en fait. Bon, moi ça fait plusieurs années, je m'auto-militarise en quelque sorte, hein, et je me considère vraiment, oui, comme une espèce de de spin doctor du quotidien, quoi, en fait. Hein. Je trouve que c'est des choses que j'ai étudiées, voilà, et puis même après l'achèvement de mon cursus universitaire, j'ai continué à m'y intéresser. Donc pour moi c'est un petit peu une seconde nature. Hein. C'est devenu un peu naturel, un peu spontané. Mais voilà, il faut effectivement, si ça n'est pas spontané chez vous, vous devez développer ces capacités. Donc, cultiver l'inventivité, lexicale, hein, réussir à trouver les bonnes formules, les formules qui font mouche, hein, pour retourner vos interlocuteurs qui sinon se retrouvent militarisés, mais par l'ennemi. C'est-à-dire que fondamentalement, il faut savoir que à un moment ou à un autre, on va se retrouver dans cette situation. Hein, c'est en gros, c'est eux, c'est nous ou eux. C'est-à-dire qu'en fait, je ne le souhaite pas, mais là, on sent bien. Enfin, je veux dire, pareil sur les marchés. J'étais avec un jour une petite jeune du FNJ. Il y a un type de Macron qui a simulé un coup de poing sur une gamine une gamine. Je veux dire, je pourrais être son père. C'est pour ça que je dis gamine, mais sur une fille de 20 ans, quoi. On se rapproche progressivement. Alors là, évidemment, Macron a gagné, etc. Donc on se relâche. Mais je veux dire, la période de grâce, l'état de grâce, à mon avis, va même pas durer 100 jours. Ça va durer l'été, et puis là, dès septembre-octobre, à mon avis, la situation va repartir. Enfin, je veux dire, les choses vont s'aggraver de nouveau. D'autant plus qu'effectivement, sur le plan géopolitique, qu'est-ce que Macron nous a dit ? Il nous a dit, effectivement, moi je suis prêt à effectivement envoyer des troupes en Syrie, avec ou sans mandat de l'ONU. On voit à peu près dans quel paradigme il se situe.
de ce point de vue-là, en termes géopolitiques. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un qui est capable de dire ça, c'est quelqu'un qui, manifestement, envisage un conflit direct, donc avec la Syrie, l'Iran, la Russie, la Chine. Et donc, bon, c'est plus les difficultés en termes de politique intérieure, on peut raisonnablement se retrouver dans une situation effectivement de Troisième Guerre mondiale, et là pour le coup conventionnelle, qui se réglerait à coups d'ogives nucléaires. Bon, je finirai là-dessus. Je pense que, en gros, le pouvoir suprême attend les résultats des élections en Allemagne en septembre, qui vont définir qui vont soit remettre Merkel en selle pour un quatrième mandat, si je me souviens bien, ou, bon, de toute façon, ce sera son clone, ce sera Martin Schulz, qui aujourd'hui est à la Commission européenne, qui fera exactement la même chose. Donc effectivement, bon là, il y aura ce qu'on appelle maintenant, un peu, c'est l'expression à la mode, un bon alignement des planètes. Macron en France, totalement euro-atlanto-sioniste, LGBT, tout ce qu'on veut. Merkel en Allemagne, ou Schulz, c'est-à-dire son équivalent. Et là, effectivement, là, on peut commencer à envoyer des troupes au sol, en Russie, dans les États baltes, en Ukraine, en Syrie. Et là, bon, je vous laisse imaginer comment ça peut se terminer. Quelque part, bon, voilà, donc c'est un peu les perspectives qui nous attendent. Et là, effectivement, bon, la guerre hybride continuera de plus belle, ça c'est évident. Voilà, bon, j'espère que c'est... j'ai fait un résumé un peu... que c'était suffisamment clair. Et puis, bon, bah voilà, si vous avez des questions... Il y a des questions à la conférence. Oui, monsieur. Alors, pour la stratégie, je dirais, de contre-mesure, pour les punchlines, d'accord, mais une punchline, ça ouvre des brèches. Plusieurs punchlines ouvrent plusieurs brèches, mais après, il faut occuper le terrain. Et là, ça devient compliqué, parce qu'on occupe le terrain dans notre esprit, peut-être à l'ancienne, logiquement, par la raison. Mais en face de nous, nous avons des gens qui sont désormais imperméables à la raison. Donc comment occuper le terrain de manière constructive en d'autres termes, qu'est-ce qui serait le grain de sable de la machine? Est-ce qu'il faut vraiment que les frigos soient vraiment vides pour qu'il se passe quelque chose? Ou même, à ce moment-là, ils auraient tout aussi la possibilité de contre-attaquer par les moyens médiatiques que l'on connaît. Et enfin, dernier point, ce que je voulais dire, je vais prendre une note. Je peux peut-être répondre à cette question-là déjà, Oui. parce que sinon après je vais oublier, parce que j'ai pas eu le temps de noter, mais comment dire, bon, il faut faire ce qu'on peut, tactiquement. Un principe que je recommande, c'est fire and forget. Voilà. Bon, on peut pas toujours faire plus que ça, on peut pas forcément pilonner. Je veux dire, pour utiliser une métaphore un peu d'artilleur. Le fire and forget, je ne sais pas si vous vous souvenez, bon, c'était un principe là, de l'aviation américaine dans je ne sais plus quel conflit, je crois que c'était en Irak en 91 peut-être, qui consistait en fait à balancer le missile et puis à partir tout de suite. On n'insiste pas. Voilà. Le missile a déjà acquis sa cible automatiquement. Donc, je sais pas, il y a jamais 100%. Ah oui, alors, en principe quand c'est guidé, etc. Quand c'est, voilà. Mais bon, en règle générale, quand on est dans une conversation à bâton rompu, etc. Ou qu'on est à la machine à café au boulot et qu'on n'a pas le temps là pour le coup d'être dans la conversation à bâton rompu et qu'il faut aller vite, et frapper fort et vite. Bon il faut simplement trouver en fait effectivement des failles. L'humour aussi est assez efficace. Il faut savoir effectivement ironiser et trouver des banderilles, planter des banderilles en quelque sorte. Faut pas non plus être trop ambitieux et surtout qu'en plus le risque après c'est d'être un peu lourd et puis d'éveiller les soupçons. Donc un bon entraînement c'est Facebook.
Moi, je vais sur des pages Facebook, je sais pas quoi, Front de Gauche, etc. Où, voilà, bon, pour essayer. Enfin, je me moque un peu, quoi. Je dis, ah oui, très bien, vous faites une manif tel jour, après avoir voté Macron, mais quelle crédibilité, ce genre de choses, quoi. Puis tout en précisant bien que, oui, mais je suis de gauche, moi je suis de gauche, évidemment. Voilà. En fait, bon, en fait, faudrait. Mais en même temps, j'attends pas forcément, comment dire, je sais pas de rentrer dans une discussion. Hein, je veux dire, en fait, là, l'idée, c'est simplement, effectivement, de faire, d'irriter, quoi, d'être un peu du poil à gratter. Et sachant que un effet comme ça, un micro-effet multiplié par 10 000, 15 000, 1 million, bon, bah, là, ça commence à devenir intéressant. Vous voyez, donc bon, un de mes slogans justement, puisque j'aime bien les slogans et en fait j'ai une tournure d'esprit publicitaire, moi c'est vraiment, j'ai raté ma carrière. Et un de mes slogans c'est face aux millions de dollars, il faut des millions de gens. Et effectivement on n'a pas les millions de dollars, hein, on n'est pas la banque Rothschild, donc on ne peut pas fabriquer un candidat de manière synthétique juste avec de l'argent et faire sortir de terre des militants. Par exemple, qui viendront à nos meetings et qui applaudiront comme des robots, parce qu'on n'a pas les moyens de ça. Donc en fait, il faut faire du bénévolat, et donc il faut, enfin bon, j'ai mis en place une structure comme ça sur Facebook, et en fait, bon, si chacun fait un peu comme ça de réinformation ou du moins de spin sur Facebook, allez 10 minutes par jour, et qu'on ait, mettons, 5000 à le faire, bah vous voyez, ça multiplie 5000 fois 10 minutes, etc. Quoi. Donc, et tout ça, c'est au bout d'un moment, en fait, c'est des effets capillaires, hein, des effets, comment dire, ça, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Au bout d'un moment, ça doit porter ses fruits. De fait, bon, effectivement, les résultats de la présidentielle sont un échec prévisible en même temps. Bon, faut pas se leurrer. Elle n'avait aucune chance ni face à Macron ni face à Fillon. Mais en revanche, bon, on a passé la barre symbolique des 10 millions de bulletins dans les urnes. Bon, c'est pas négligeable du tout. Hein. C'est un poids démographique et qui logiquement devrait pouvoir s'accentuer dans les années à venir. Et ça, c'est le résultat justement de ces effets capillaires, hein, de réinformation comme ça, un petit peu mélangée à la masse, quoi. Et il faut travailler sur la masse en fait. L'échelle, ça doit être l'échelle d'observation, l'échelle de travail, ça doit être la masse et la moyenne. C'est pour ça qu'il ne faut pas fantasmer sur des solutions inapplicables par la moyenne. Il faut trouver des solutions applicables par la moyenne, par les gens moyens. Sinon, c'est con, c'est un truc d'ado, quoi, après. Le petit commun des dénominateurs. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Et ça doit être ça, la politique, hein, fondamentalement. Hein. Je veux dire, bon, enfin, les trucs d'avant-garde, etc. Enfin, disons qu'une avant-garde intelligente, elle se met au service de la moyenne. Sinon, c'est tout, elle fonctionne en circuit fermé. Ou alors, elle fait un putsch, mais bon, ça suppose effectivement qu'il y ait des gros financements derrière, quoi. Et un George Soros, par exemple, ou la CIA, Et là, effectivement, à quelques milliers, on peut renverser un régime. Mais voilà, quoi. C'est pas compliqué. Soit vous avez les millions de dollars, soit vous avez les millions de gens. J'ai une question de Nicolas. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour la conférence. Vous avez vanté les mérites des phrases qui font mouche en un mot de la concision. Donc, ma question va tenir en une seule phrase. Vous avez, cela peut paraître simpliste, mais opposé le vrai au faux, quelque part le bien au mal, l'ami à l'ennemi. Nécessairement, si nous identifions des ennemis aujourd'hui, nous devenons mécaniquement leurs ennemis, réciproquement. Quand on connaît leur puissance en face, quelles sont les choses à craindre le jour où ils constatent que vous, monsieur, et moi peut-être, je suis un ennemi mortel pour leur idéologie. Vous voyez, les mesures de rétorsion, les brimades, enfin, je sais pas, qui pourraient nous tomber dessus, quoi. Oui, oui, physique, morale, voilà. quelle qu'elle soit. En fait, alors, moi je me dis, enfin, j'essaie je veux pas répondre directement à votre question. En fait, je me dis, il va y avoir de la répression. Je prends ça comme un acquis.
Et donc, je me dis, comment faire pour mitiger la répression, les effets de répression? C'est en étant le plus nombreux possible. Parce que ça complique le travail de répression. Et il est plus difficile de réprimer 10 millions de personnes que 5 millions, par exemple. Ou que 5 000, ou que 5. Voilà. Bon, c'est pour ça que moi, après avoir testé un peu l'hypothèse survivaliste, ou enfin bon, les petits groupes, etc., bon, je suis allé plutôt sur les grands nombres, sur la masse. Parce que en fait, il est très facile. Enfin, bon, j'avais écrit un livre là sur l'affaire de Tarnac. Bon, moi, ça m'a servi de leçon. Là, j'ai commencé à me dire, mais en fait, bon, voilà, on peut être au trou du cul du monde, etc., ne pas avoir de téléphone portable. Quand le pouvoir le veut, hein, il envoie 300 mecs des forces spéciales, il entoure le village et c'est réglé en une journée. Enfin, il y avait l'exemple de Waco, enfin là c'était une secte là, pour le coup aux États-Unis. C'est pareil, le siège a duré 48 heures et puis voilà, c'était réglé. Donc en fait, les petits groupes, les petites unités, comment dire, en fait, ne peuvent pas permettre, enfin ne représentent pas une bonne défense. Elles ne permettent pas de se défendre contre la répression. Enfin, la répression, la défense, la meilleure défense, c'est d'être le plus nombreux possible et d'être protéiforme. Hein, en fait, ce qu'il faut, c'est appliquer les méthodes de guerre en essaim utilisées par le pouvoir. C'est-à-dire, en fait, de structurer la réponse, enfin, de structurer la dissidence. J'aime pas trop ce mot, mais bon. En fait, aussi avec une extrême gauche et une extrême droite. Et puis plusieurs religions, etc. En fait, pour que tous les visages soient simultanément présents et que commencer à jouer sur les effets de confusion aussi dans l'esprit de l'ennemi. Dans l'idéal, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais bon, sinon, de toute façon, pour avoir une idée directrice, un phare dans la nuit, moi, je me dis de toute façon, il faut jouer sur la masse, être le plus nombreux possible, parce que c'est comme ça que c'est le plus difficile d'être réprimé. Utiliser les armes de l'ennemi en tournant contre lui, mais utiliser ces mêmes méthodes avec vérité, quitte à manier parfois le mensonge à son image. Oui, bien sûr, oui. Et il faut simplement être plus intelligent. Oui, c'est pas facile, hein, parce que je veux dire, il y a beaucoup. Alors après, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas intérêt à être intelligents. Hein, c'est les gens qui ont beaucoup de capital. Enfin, les gens qui pensent qu'ils peuvent, qu'ils s'en sortiront toujours avec leur compte en banque. Enfin, ou du moins avec leur capital, quoi, qui peut être de l'immobilier ou je ne sais quoi. Et ces gens-là, effectivement, ne sont pas dans l'urgence et n'éprouvent pas le besoin de s'organiser, n'éprouvent pas le besoin de réagir, de dire non. N'éprouvent pas le besoin de ça. Alors c'est vrai que ça aide, en quelque sorte, c'est une ascèse, c'est une discipline de ne pas avoir d'argent, enfin, puisqu'on n'a rien à perdre. Hein. À partir de là, effectivement, on comprend que le seul moyen de s'en sortir, c'est d'être très nombreux pour partager l'action, enfin partager les tâches, répartir les poids et commencer à organiser ça sur une vaste échelle, quoi. Et c'est pour ça que l'unité optimale, là, c'est le parti de masse. Hein. Ça sonne un peu léniniste, je sais pas, mais bon, c'est une réalité. Hein. Enfin, je veux dire, bon, c'était aussi enfin, c'est pas spécialement marxiste. Hein, les populismes en général s'appuient sur un parti de masse hein, et organisé avec donc des cellules locales, voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Je suis désolé, on est pris par les contraintes de temps, donc c'est la dernière, mais tu seras là pour discuter avec les éventuels... Je reste là toute la soirée. Oui. D'accord. Donc, le temps joue en faveur de qui? Parce que le temps qu'on détricote la réalité virtuelle du pouvoir, celui-ci a tout fait dans créer une deuxième version qu'il faudra ensuite détricoter, etc. Oui. Donc... Il y a même, enfin, à la limite, il y a même pire que ça. Mais non, c'est vrai qu'il a toujours, enfin, on peut avoir l'impression qu'il a un coup d'avance, mais de moins en moins quand même. Enfin, je veux dire, bon, il y a les opérations psychologiques marchent de moins en moins. Enfin, elles marchent un peu, mais bon. Y compris sur l'ensemble du peuple. C'est ce que je trouve. Je trouve que bon, il y a là en fait, effectivement, là j'ai l'impression que c'est la première fois qu'une élection colorée a eu lieu. Donc ça a marché, effectivement, là ça marche, oui. Mais en même temps, bon, je crois que, enfin,
il est un peu mal élu, hein, comme on dit aussi. Enfin, je veux dire, Macron est élu avec 42% des... Enfin, en fait, moins de 50% des voix exprimées. Bon, c'est pas génial. Mais bon, peu importe, puisque de toute façon, avec l'argent, avec le fric, il va créer une réalité virtuelle dans laquelle il sera adoré par la population. Mais en fait, le vrai risque là que je vois se poindre aussi, c'est de toute façon que la solution institutionnelle, au bout d'un moment, soit un peu rendue caduque. Parce que, bon, je pense que là, ils n'ont pas réussi sous Hollande à le faire, mais là, ils vont faire quelque chose. C'est soit accorder le droit de vote à tout le monde, soit naturaliser en masse les clandestins ou enfin tous les immigrés qui voudront quoi. Et là bon le poids démographique comment dire anti-français risque de prendre enfin de devenir dominant quoi, enfin dans la balance quoi. Il risque et là à ce niveau-là, c'est la solution institutionnelle qui peut devenir effectivement enfin vaine, enfin caduque dans 5 ans quoi. À partir du moment où il y aura une majorité de gens qui seront intéressés que par les aides sociales ou simplement, je sais pas quoi, rentrer chez vous par la fenêtre et puis enfin tout casser, voilà. Et qui auront le droit de voter et qui voteront forcément pour le candidat qui leur permettra de mettre à sac le pays et qui sera soit Macron pour un deuxième mandat, soit je sais pas, voilà, enfin soit son successeur. Donc là, il y a quand même un risque, effectivement, de voir la solution institutionnelle devenir impraticable. Et alors là, bon, qu'est-ce qui reste? Dans la mesure où, effectivement, la solution armée est totalement impraticable, parce qu'il n'y a aucune préparation. Donc, et puis qu'on aura toujours plus fort en face de nous, parce que, bon, en face, on aura quoi? On aura des gens qui seront eux aussi armés, et armés directement par les services secrets. Évidemment, enfin, qui bossent pas pour nous, je veux dire, on le saurait sinon. Donc, enfin, qui seront armés en fait par tous les réseaux de type Gladio, de l'OTAN ou, enfin, bref, de la CIA, du Mossad et compagnie, qui en ce moment gèrent tous les flux d'armes illégales en banlieue ou ailleurs. Et donc, bon, quand on sera face à cela, bon, voilà, avec notre 9 mm, bon, notre pistolet à bouchon, là, bon, ça servira pas à grand chose, à moins effectivement qu'on puisse s'adosser sur une autre une puissance géopolitique. Mais à ce moment-là, ça veut dire que bon, la France, c'est la Syrie après. Voilà, je veux dire, on en est là, quoi. Et c'est nous les rebelles, quoi, en fait. Voilà, bon. Mais et ça, bon, c'est des situations qui sont, je veux dire, dans tous les cas, c'est la fin du pays, quoi. Voilà. Enfin, donc bon, pour ça, moi je me dis bon, il faut quand même creuser la solution institutionnelle. Il va falloir peut-être aussi trouver des stratégies rhétoriques pour les néo-français là qui vont être naturalisés par millions. Hein. Enfin bon, Soros va nous les envoyer par paquebot entier. Dès qu'ils toucheront le sol, ils auront leur carte d'identité. Et puis bon, on aura Mélenchon qui s'occupera d'organiser les cars pour les faire voter, les emmener au bureau de vote, quoi. Voilà. Donc bon, et là, il va falloir trouver des stratégies rhétoriques pour malgré tout qui votent pas trop, enfin qui votent bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Enfin, qu'ils essayent de voter pour la paix, quoi, au moins, hein, pour la stabilité. Enfin, spontanément, enfin, quand je dis ça, je pense à des solutions souverainistes, etc., qui sont les plus adaptées pour assurer le maximum de stabilité. Mais là, bon, on est plus, enfin, là, on est dans le post-identitaire, hein, ça c'est clair. Parce qu'on va avoir affaire à des gens qui parlent pas français. Moi, j'en ai déjà au boulot, hein, enfin, le personnel de nettoyage, je parle plus français. Donc, enfin voilà, si on est au téléphone avec eux, on comprend rien, on ne sait pas ce qu'ils veulent, voilà. Enfin, ou alors quand on est en face, bon, il faut vraiment demander de répéter. Et là, on commence à toucher enfin, à passer un seuil. Hein. C'est-à-dire que bon, avec des immigrés qui parlent français couramment, parce que c'est parfois leur langue maternelle ou la deuxième langue apprise très jeune, on peut encore malgré tout bosser ensemble à peu près, quoi. Enfin, on peut s'organiser. Mais là, avec des gens qui ne parlent plus français,
je vois pas comment, enfin, on peut plus faire société du tout là, c'est fini. Et c'est le but, hein, de toute façon, hein, c'est tranquillement, furtivement, hein, décomposer la totalité du système, enfin de l'État-nation et du système social. Mais furtivement, c'est-à-dire par petites doses, hein, de manière, comment dire ça, à dose homéopathique. Voilà. Et là, je parle même pas effectivement de la pression psychologique qui va s'exercer sur nous par le LGBT aussi, dont Macron se fait le héros. Enfin bon, tout ça mis bout à bout, plus effectivement les risques de confrontation géopolitique. Bon, effectivement c'est anxiogène, hein, tout ça, c'est clair. Mais bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix? Qu'est-ce que je fais sinon? Voilà. Enfin voilà, donc moi j'ai opté pour vraiment, j'ai testé plusieurs solutions, hein. Enfin quand je fréquentais les milieux d'ultra-gauche, les squats, tous ces trucs-là, bon c'est rien, c'est du néant quoi. La solution un peu droitière, pareil les BAD, etc. Enfin bon, c'est pas viable non plus. Enfin c'est l'équivalent un petit peu plus sécurisé, un peu plus sécuritaire, un peu plus viril que le squat de punk à chien, ça c'est certain. Mais bon, c'est pas, ça faut arrêter quoi. Je veux dire. On tient 2 jours quoi. Enfin, je veux dire, si on a affaire vraiment à des gens expérimentés, à des professionnels, bon, voilà, c'est pas viable non plus. Non, enfin donc en fait, bon, par élimination, j'arrive sur les solutions, le parti de masse et la reconquête institutionnelle. Maintenant, bon, il se peut que là aussi, il faille fermer la porte. Bon. Après, bon, faut inventer des nouvelles solutions.